Il existe une question qui, quand vous commencez vraiment à y réfléchir, semble défier toute logique. Si chaque nation sur Terre est endettée, à qui doit-elle cet argent? Si les États-Unis doivent 36 000 milliards de dollars, si la Chine doit des dizaines de milliers de milliards de yuan, si le Japon doit plus de 250% de son PIB, si l'Europe entière croule sous la dette, et si même les pays émergents sont massivement endettés, alors qui sont les créanciers? Qui a prêté tout cet argent? Et pourquoi personne ne vient jamais réclamer son dû? La réponse à cette question va vous révéler le secret le mieux gardé du système financier mondial. Un secret si fondamental, si omniprésent, et pourtant si bien camouflé, que la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais comprendre le mécanisme qui gouverne réellement l'économie mondiale. Parce que voici la vérité que personne ne vous dit. La dette n'est pas ce que vous pensez qu'elle est. Elle n'est pas un fardeau temporaire qu'on contracte et qu'on rembourse. Elle n'est pas une anomalie du système qu'il faudrait corriger. La dette est le système lui-même. Elle est l'architecture fondamentale sur laquelle repose toute la finance moderne, toute la création monétaire, et en fin de compte, tout le pouvoir économique et politique mondial. Et comprendre ce mécanisme, vraiment le comprendre dans ses moindres détails, va changer à jamais votre perception de l'économie, de la politique et de votre propre place dans ce système. Bonjour à tous. Je suis économiste spécialisé dans l'histoire des systèmes monétaires et la structure de la dette souveraine. J'ai passé 2 décennies à étudier comment les monnaies sont créées, comment la dette fonctionne réellement au niveau macroéconomique, et surtout, qui bénéficie vraiment de ce système. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui va probablement vous choquer. Parce que le système que je vais vous décrire n'est pas celui qu'on vous enseigne à l'école. Ce n'est pas celui que les politiciens décrivent dans leurs discours, et ce n'est certainement pas celui que les banquiers centraux admettent publiquement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui détient réellement la dette mondiale, et pourquoi cette structure n'est pas un accident. Vous allez comprendre comment ce système a été mis en place il y a plus de 300 ans et pourquoi il persiste encore aujourd'hui. Et vous allez apprendre qui bénéficie vraiment de l'existence perpétuelle de cette dette massive. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer exactement ce qui se passe quand la confiance dans ce système commence à s'éroder et pourquoi nous approchons peut-être de ce point de basculement. Commençons par répondre directement à la question. Si toutes les nations sont endettées, à qui doivent-elles cet argent? La réponse est à la fois simple et profondément révélatrice. Elles se le doivent principalement à elles-mêmes. Aux États-Unis, environ 2/3 de la dette fédérale sont détenus par des institutions domestiques, des fonds de pension qui gèrent les retraites des Américains, des fonds communs de placement qui investissent l'épargne des ménages, des banques commerciales, des compagnies d'assurance et des individus qui achètent directement des obligations du Trésor. Le tiers restant est détenu par des gouvernements étrangers, principalement la Chine et le Japon, et par des institutions financières internationales. Mais voici ce qui est fascinant. La Chine, qui détient une partie significative de la dette américaine, a elle-même une dette massive. Le Japon, le plus grand créancier étranger des États-Unis, a le ratio dette sur PIB le plus élevé de tout le monde développé. Les pays se prêtent mutuellement. Ils détiennent les obligations les uns des autres. Ils créent un réseau circulaire d'obligations où tout le monde doit à tout le monde. Ce n'est pas une relation créancier-débiteur simple. C'est un système d'interdépendance financière mutuelle où aucun pays ne peut réclamer le remboursement complet sans déclencher un effondrement qui le détruirait lui-même. Alors pourquoi ce système existe-t-il? Pour comprendre cela, il faut remonter à l'origine. L'année 1694, l'Angleterre. Le roi Guillaume III était en guerre contre la France. Les guerres coûtent cher, énormément cher, et les revenus fiscaux de la couronne anglaise ne suffisaient pas à financer l'effort de guerre. Les rois précédents avaient eu recours à des prêts auprès de marchands privés, mais ces prêts étaient coûteux, incertains, et souvent non remboursés, ce qui rendait les marchands de plus en plus réticents à prêter. Alors un groupe de financiers londoniens a proposé une solution révolutionnaire. Ils prêteraient 1 200 000 livres à la couronne, une somme colossale pour l'époque. En échange, ils recevraient le droit de créer une institution, la Banque d'Angleterre, qui aurait le monopole de l'émission de billets de banque et qui gérerait la dette du gouvernement. Le gouvernement paierait des intérêts annuels sur cette dette, et la banque utiliserait ces paiements d'intérêts garantis pour soutenir la valeur de ses propres billets. C'était un système de génie diabolique. Le gouvernement pouvait maintenant dépenser au-delà de ses revenus fiscaux immédiats en émettant des obligations garanties par les impôts futurs. Les investisseurs privés recevaient un flux de revenus sûr et perpétuel sous forme de paiement d'intérêts. Et la Banque d'Angleterre devenait l'intermédiaire qui gérait ce système et qui, accessoirement, créait la monnaie du royaume. Ce modèle, créé en 1694, est devenu le fondement de toute la finance souveraine moderne.
Chaque pays développé a adopté des variations de ce système, et aujourd'hui, 330 ans plus tard, il fonctionne encore sur exactement les mêmes principes. Si vous commencez à réaliser que la dette n'est pas un problème que le système essaye de résoudre, mais le mécanisme central du système lui-même, si vous comprenez que ce système a été consciemment conçu il y a des siècles et qu'il persiste parce qu'il bénéficie à ceux qui le contrôlent, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez les notifications. Parce que ce que je vais vous montrer ensuite est comment ce système crée réellement la monnaie et pourquoi cela signifie que la dette ne sera jamais remboursée. Voici le secret que la plupart des gens ne comprennent jamais. Dans le système monétaire moderne, la monnaie et la dette sont la même chose. Chaque dollar, chaque euro, chaque yen en circulation a été créé par un acte d'endettement. Quand un gouvernement a besoin d'argent, il émet une obligation. Cette obligation est une promesse de payer une certaine somme à une date future, plus des intérêts. Cette obligation est achetée par des investisseurs, des banques ou la banque centrale elle-même. L'argent utilisé pour acheter l'obligation entre dans le système. Le gouvernement le dépense dans l'économie. Et cet argent devient la masse monétaire en circulation. Mais d'où vient l'argent qui a acheté l'obligation en premier lieu ? Si c'est la banque centrale qui achète l'obligation directement, et c'est ce qui s'est produit massivement depuis 2008 avec ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, alors cet argent est littéralement créé à partir de rien. La banque centrale crédite simplement le compte du gouvernement. Aucun or n'a été extrait, aucun bien n'a été produit, aucune valeur réelle n'a été créée. Des chiffres ont été ajoutés à un compte informatique, et ces chiffres sont maintenant de l'argent. Si ce sont des banques commerciales qui achètent les obligations, d'où vient leur argent ? De leurs déposants, oui, mais aussi de leur capacité à créer du crédit. Les banques commerciales ne prêtent pas l'argent qu'elles ont. Elles créent de l'argent quand elles font des prêts. Vous allez voir votre banque pour un prêt hypothécaire de 300 000 $. La banque ne sort pas 300 000 $ de son coffre-fort. Elle crédite simplement votre compte de 300 000 $. Cet argent n'existait pas avant. Maintenant, il existe. C'est de la création monétaire par le crédit. Et cette monnaie nouvellement créée peut être utilisée pour acheter des obligations gouvernementales. Vous voyez le système circulaire ? Le gouvernement émet de la dette. Cette dette est achetée avec de l'argent créé spécifiquement pour l'acheter. Le gouvernement dépense cet argent dans l'économie. L'économie fonctionne sur cet argent, et les intérêts sur la dette originale sont payés par les impôts prélevés sur cette même économie. C'est un système autoréférentiel où la monnaie, la dette et l'activité économique sont inextricablement liés. Et voici la conséquence logique de ce système. La dette souveraine n'est jamais destinée à être remboursée entièrement. Jamais. Si les États-Unis remboursaient intégralement leurs 36 000 milliards de dollars de dette, cela signifierait que 36 000 milliards de dollars disparaîtraient de la masse monétaire. L'économie se contracterait violemment. Le système financier s'effondrerait parce qu'il est construit autour de l'existence de ces obligations du Trésor qui servent d'actifs sûrs dans tous les bilans. Les fonds de pension n'auraient plus rien pour investir l'argent des retraites. Les banques n'auraient plus de collatéral sans risque. Le système s'arrêterait. Donc au lieu de rembourser la dette, les gouvernements la renouvellent perpétuellement. Quand une obligation arrive à échéance, ils en émettent une nouvelle pour la remplacer. C'est ce qu'on appelle le refinancement ou le roulement de la dette. Et c'est exactement ce que font tous les gouvernements du monde développé, sans exception. La dette ne diminue jamais en termes absolus. Elle augmente continuellement. Et cela n'est pas un échec du système, c'est la conception du système. Le système fonctionne tant que la confiance persiste, tant que les investisseurs croient qu'un gouvernement peut gérer ses obligations, tant qu'ils croient que la monnaie conservera sa valeur, tant qu'ils croient que le système est stable, les coûts d'emprunt restent contenus. Les gouvernements peuvent continuer à emprunter à des taux raisonnables. La dette peut continuer à croître de façon gérable, et le système perpétuel peut continuer indéfiniment. Mais quand la confiance se brise, tout change. Et nous avons vu ce qui se passe quand la confiance disparaît. La Grèce pendant la crise de la dette européenne. Les taux d'intérêt sur les obligations grecques sont montés en flèche. Le gouvernement ne pouvait plus refinancer sa dette au taux du marché. Le pays a fait face à la faillite. Et seulement une intervention massive de l'Union européenne et du FMI, avec des conditions drastiques attachées, a évité l'effondrement complet. L'Argentine a connu des défauts souverains répétés, 9 fois dans son histoire moderne. Chaque fois, la confiance s'est évaporée, les investisseurs ont refusé de prêter, et le gouvernement n'a pas pu payer. Le résultat a été l'effondrement économique, l'hyperinflation et des décennies de stagnation. Le Sri Lanka récemment a vécu son premier défaut souverain de l'histoire moderne. L'économie s'est effondrée, les gens manquaient de nourriture et de carburant. Le gouvernement est tombé. Dans ces moments de crise, les prêteurs externes, généralement le FMI et la Banque mondiale, interviennent. Mais ils ne prêtent pas gratuitement. Ils exigent des réformes structurelles.
privatisation des entreprises d'État, réduction des dépenses publiques, augmentation des impôts, déréglementation des marchés, ouverture aux investissements étrangers. Ces conditions, qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel, transfèrent effectivement le contrôle de l'économie nationale aux créanciers internationaux. Le pays perd sa souveraineté économique en échange d'un sauvetage financier. C'est le mécanisme par lequel la dette façonne l'influence politique mondiale. Les pays ne sont pas conquis militairement, ils sont contrôlés financièrement. La dette devient l'outil de politique géopolitique. Les taux d'intérêt, les opérations de liquidité des banques centrales, les marchés obligataires orientent les économies sans force manifeste. Et parce que les mécanismes sont complexes et techniques, le grand public ne les comprend pas vraiment, même si les contribuables payent finalement les intérêts sur cette dette à travers les impôts. Le système est conçu pour une gestion perpétuelle, pas pour un remboursement final. Les intérêts coulent des gouvernements vers les détenteurs d'obligations. Qui sont ces détenteurs? Les banques, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les investisseurs institutionnels, les individus fortunés et les gouvernements étrangers. Ce sont eux qui reçoivent le flux constant de paiement d'intérêts. Ce sont eux qui bénéficient de l'existence perpétuelle de cette dette massive. Et voici le détail que vous devez absolument comprendre. Ce système concentre la richesse vers le haut. Les paiements d'intérêts sur la dette publique sont financés par les impôts de tout le monde, mais ces paiements vont principalement à ceux qui ont déjà suffisamment de capital pour acheter des obligations. Le travailleur ordinaire paie des impôts qui financent les intérêts sur la dette. Ces intérêts sont payés aux détenteurs d'obligations. Les détenteurs d'obligations sont disproportionnellement les riches et les institutions financières. C'est un transfert systématique de richesse des contribuables ordinaires vers les détenteurs de capital. Les obligations gouvernementales sont souvent présentées comme des investissements sûrs, et elles le sont tant que le système reste stable. Mais le coût de cette sécurité est payé par tous les contribuables. C'est un système où les profits de la finance sont privatisés, distribués aux détenteurs d'obligations, tandis que les coûts, les paiements d'intérêts, sont socialisés, payés par l'ensemble de la population à travers les impôts. Si vous voyez maintenant comment ce système transfère systématiquement la richesse des travailleurs vers les détenteurs de capital, si vous comprenez pourquoi la dette perpétuelle n'est pas un bug mais une fonctionnalité du système financier moderne, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez les notifications. Parce que ce que je vais vous montrer ensuite est ce qui arrive quand la confiance dans ce système commence vraiment à s'effriter, et pourquoi nous voyons déjà les premiers signes de cette érosion. La stabilité de tout ce système repose sur la confiance. La confiance que les gouvernements peuvent gérer leurs dettes, la confiance que les monnaies conserveront leur valeur, la confiance que le système lui-même est stable et permanent. Mais cette confiance n'est pas garantie. Elle doit être maintenue activement. Et elle peut être perdue. Nous voyons déjà des fissures apparaître. La dédollarisation progressive, la Chine, la Russie et d'autres pays commencent à commercer dans leur propre monnaie plutôt qu'en dollars. Ils accumulent de l'or plutôt que des treasuries américains. Ils créent des systèmes de paiement alternatifs pour contourner le système financier occidental. Ces mouvements sont des signaux que la confiance dans le système centré sur le dollar s'érode. L'inflation persistante dans les pays développés. Quand l'inflation reste élevée pendant des années, les détenteurs d'obligations réalisent qu'ils perdent du pouvoir d'achat. Ils exigent des taux d'intérêt plus élevés pour compenser. Les gouvernements doivent payer plus pour emprunter. Le coût du service de la dette augmente. Et le système devient plus fragile. Les taux d'intérêt qui montent. Après 15 ans de taux proches de zéro, les taux ont augmenté rapidement en 2022 et 2023. Cette hausse augmente dramatiquement le coût de refinancement de toute la dette existante. Les gouvernements qui payaient 1 ou 2% sur leurs obligations doivent maintenant payer 4 ou 5% sur les nouvelles émissions. Le fardeau devient beaucoup plus lourd. Les tensions géopolitiques croissantes. Les guerres, les conflits commerciaux, les sanctions économiques, tout cela perturbe le système financier international. Quand les États-Unis gèlent les réserves russes en dollars après l'invasion de l'Ukraine, cela envoie un signal à tous les autres pays. Vos réserves en dollars ne sont sûres que si vous restez dans les bonnes grâces de Washington. Cela incite à la diversification, à la recherche d'alternatives, et érode la confiance dans le système actuel. Si ces tendances continuent et s'accélèrent, nous pourrions approcher d'un point de basculement. Le moment où suffisamment de pays, suffisamment d'investisseurs, suffisamment de citoyens ordinaires perdent confiance dans le système actuel. Et quand la confiance disparaît, la machinerie qui soutient la finance moderne peut rapidement devenir une source d'instabilité majeure. Que se passerait-il si la confiance s'effondrait vraiment? Plusieurs scénarios sont possibles. Une crise de la dette souveraine dans un pays majeur, disons l'Italie ou le Japon, qui se propage rapidement à d'autres pays par contagion financière. Une perte de confiance dans le dollar comme monnaie de réserve mondiale,
déclenchant une fuite massive vers l'or, les matières premières ou les monnaies alternatives. Une spirale inflationniste où les banques centrales perdent le contrôle des prix et où la population commence à fuir massivement les monnaies fiduciaires. Ou une combinaison de ces facteurs créant une crise systémique qui force une restructuration complète du système financier international. Aucun de ces scénarios n'est agréable. Tous impliqueraient une destruction massive de richesses nominales, une réorganisation douloureuse des structures économiques mondiales, et des années, peut-être des décennies, de turbulences et d'incertitudes. Voici les 3 leçons essentielles que vous devez retenir de tout cela. Première leçon. La dette souveraine n'est pas un fardeau temporaire. C'est l'architecture permanente du système monétaire moderne. Comprendre cela change fondamentalement votre perception de l'économie. La dette ne sera jamais remboursée parce que le système s'effondrerait si elle l'était. Le but est de la gérer perpétuellement, pas de l'éliminer. Deuxième leçon. Le système actuel est entièrement basé sur la confiance. Tant que la confiance persiste, le système peut continuer indéfiniment. Mais la confiance est fragile et peut s'évaporer rapidement. Surveillez les signes d'érosion de la confiance, la dédollarisation, l'inflation persistante, les tensions géopolitiques. Ces signaux vous diront si nous approchons d'un point de rupture. Troisième leçon. Dans ce système, les flux de richesse vont systématiquement des contribuables ordinaires vers les détenteurs de capital. Les paiements d'intérêts sur la dette publique représentent un transfert massif et permanent de richesse. Comprendre ce mécanisme vous aide à voir qui bénéficie vraiment du système actuel et pourquoi il persiste malgré ses coûts évidents. Si cette analyse vous a révélé les mécanismes cachés du système financier mondial, si vous comprenez maintenant que la question n'est pas de savoir si la dette sera remboursée, mais combien de temps le système peut maintenir l'illusion qu'elle pourrait l'être, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant, activez toutes les notifications et partagez cette vidéo. Parce que dans ma prochaine vidéo, je vais analyser exactement comment vous pouvez vous positionner personnellement dans un monde où ce système commence à se fissurer. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Pensiez-vous que la dette devait être remboursée avant de regarder cette vidéo? Voyez-vous maintenant pourquoi le système est conçu pour la perpétuer? Je lis tous vos commentaires et votre perspective enrichit notre compréhension collective de ces mécanismes fondamentaux. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de qui détient vraiment la dette mondiale et pourquoi elle existe. Rappelez-vous, le plus grand tour de passe-passe du système financier moderne est de faire croire que la dette est un problème à résoudre, alors qu'elle est en réalité le carburant qui fait tourner la machine. Maintenant, vous connaissez le secret. Utilisez cette connaissance pour naviguer intelligemment dans le système plutôt que d'en être la victime. À très bientôt.